Alors, on est en crise, n'est-ce pas, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Pourquoi maintenant? Par exemple, vous avez tous constaté que tout d'un coup, la Grèce était en crise. Est-ce que quelqu'un peut me dire, à son avis, à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché la crise grecque? Pourquoi tout d'un coup, c'est une énorme crise? Depuis fin 2009 à peu près, voilà. Qu'est-ce qui a sonné l'alerte? Qu'est-ce qui a démarré tout ça? Si vous me dites c'est l'endettement de la Grèce, je vous répondrai, ben, la Grèce est endettée au même niveau depuis des années. Alors pourquoi maintenant? Qui c'est qui a décidé que c'est la crise? Nicolas Briet, qui a toutes les réponses, lui. Bien. Alors, bonne piste, les conseils de Goldman Sachs auraient mis la Grèce en crise. Alors, tout à fait d'accord. Tout a commencé par le fait que, fin 2009, les agences de notation ont dit que certains petits pays de la périphérie de l'Europe, dont la Grèce, eh bien, leur taux d'endettement s'était un peu détérioré, c'est-à-dire qu'il n'était pas satisfaisant et qu'il fallait qu'ils reprennent un peu en main leurs finances publiques, c'est tout. Donc les agences de notation n'ont pas dit que ce pays était en faillite, ils ont simplement dit, dans les prochaines années, pardon, je fais du bruit dans ce micro, il faut que je l'éloigne un peu. Dans les prochaines années, il faudrait que la Grèce essaye de tenir mieux son budget, d'accord? Ça, c'est ce qui s'est passé fin 2009. Qu'est-ce qu'ensuite a vraiment déclenché la crise? C'est qu'il y a eu une réunion entre 5 hedge funds, c'est-à-dire entre 5 fonds spéculatifs américains, dans un restaurant à New York. Un journal américain a raconté cette histoire, ce n'est pas du tout de la fiction. 5 fonds, dont le fameux George Soros, qui est celui qui avait fait couler la Banque d'Angleterre à l'époque et qui avait gagné 2 milliards sur une opération où il avait dévalué la livre sterling dans les années 70. Alors, ce fameux Soros, avec quelques autres spéculateurs et raideurs américains, décide que, maintenant que la crise des subprimes américaines est passée, il faut qu'il trouve une nouvelle proie pour se faire énormément d'argent. C'était en février 2010 exactement, dans un restaurant new-yorkais, qui fait des très bons steaks, paraît-il. Et ces gens-là ont décidé de manière concertée, et j'insiste sur ce mot, d'attaquer l'euro à travers d'abord la Grèce et ensuite tous les autres petits pays périphériques. L'idée étant que si vous faites couler un petit pays comme la Grèce, il y aura effectivement un phénomène de panique sur les marchés qui fera que les autres pays voisins vont être contaminés, si on veut, parce que les investisseurs vont vendre aussi leurs titres sur ces pays et que ces fameux spéculateurs vont pouvoir s'engraisser à l'infini sur, en réalité, la faillite de la périphérie de l'Europe, voire de l'Europe entière. Quelque part, George Soros essayait de recréer le même coup qu'il avait fait et qu'il a rendu milliardaire dans les années 70. Alors, ça a été peu raconté, ça n'intéresse pas grand monde. Quand vous en parlez au secteur bancaire et financier, à des gens qui travaillent à Genève dans le métier de la finance, ils vous disent « mais non, tout ça c'est très marginal, ça n'a rien provoqué ». Et pourtant, on sait très bien que ces hedge funds, par la suite, ont massivement vendu la dette, parce que ce que font les spéculateurs, c'est qu'ils gagnent de l'argent sur la baisse de la dette ou la baisse des actions d'un pays. Vous pouvez vraiment gagner à la baisse si vous pariez, si vous faites des paris avec des instruments dérivés, vous pouvez gagner sur la chute, sur l'effondrement d'un marché. Et c'est comme ça que de très nombreux millionnaires et milliardaires se sont constitués ces dernières années grâce à la crise de l'Europe. Ce sont des faits, j'ai les chiffres, je sais de quels fonds il s'agit, de quels gérants de fonds spéculatifs. On les connaît, ce sont des Anglais et des Américains pour la plupart. Et ils maîtrisent parfaitement l'art de la spéculation. Donc, ils se sont mis à accumuler des positions vendeuses records entre fin 2009 et début 2010, positions records contre la Grèce. La ministre de l'économie grecque de l'époque s'en est d'ailleurs émue parce qu'au niveau du gouvernement grec, ils peuvent voir les mouvements qu'il y a sur leur dette quand même. Ils ont dit qu'est-ce qui se passe. Notre dette fait l'objet d'une sorte de pari baissier féroce tout d'un coup. Et effectivement, ces attaques, qu'est-ce qu'elles ont provoqué? Pourquoi ces attaques peuvent vraiment couler un pays? Parce que quand vous vendez très massivement la dette d'un petit pays comme ça, les taux d'intérêt que doit payer ce pays sur sa dette, ils explosent. Parce que si l'obligation d'État, l'obligation souveraine coule,
le taux d'intérêt monte automatiquement. Donc, c'est comme ça que tout d'un coup, la Grèce se retrouve à payer 7% à cette époque-là et jusqu'au taux complètement ridicule et absurde de 20% récemment. Et donc, de facto, la Grèce a été éjectée du marché des capitaux. Elle ne pouvait plus se financer sur le marché international de la dette internationale, si vous voulez. Donc, ça vient des marchés. La Grèce était en crise à travers les attaques spéculatives anglo-saxonnes. Comme l'a remarqué Nicolas, ici présent, Goldman Sachs avait conseillé la Grèce à adopter des instruments très complexes, que c'est Goldman Sachs qui avait monté, pour cacher la véritable situation de son endettement au reste de l'Union européenne. Donc, Goldman Sachs avait, dans un premier temps, à partir des années 2000, aidé la Grèce à réduire en apparence son véritable endettement. Pendant ce temps, qu'a fait Goldman Sachs? Goldman Sachs est allé voir les hedge funds qui étaient ses clients, ces fonds spéculatifs avec lesquels elle travaille, et elle leur a dit, vous ne savez pas quoi, j'ai une info très intéressante à partager avec vous. La Grèce est beaucoup plus endettée qu'elle ne l'est en réalité. Donc, délit d'initié, voilà, oui, tout à fait, ça s'appelle délit d'initié. La Grèce a partagé, Goldman Sachs a partagé cette information avec ses clients, ce qui a permis à des fonds spéculatifs d'attaquer cette dette à l'avance, sachant que les vrais chiffres de la Grèce allaient être révélés début 2010. Donc, on incite la Grèce à adopter des instruments trompeurs qui vont ensuite l'amener à se retrouver plus endettée qu'elle ne l'était. Ensuite, on profite des problèmes que ça génère et on partage cette information avec d'autres fonds spéculatifs. Et alors, après a commencé une espèce de dépeçage de la dette grecque. Les fonds spéculatifs ont foncé dessus et les autres investisseurs, comme les moutons qu'ils sont, puisque le monde de l'investissement est extrêmement moutonnier, quand ils ont vu qu'il y avait une espèce d'alerte sur le marché de la dette grecque, ils se sont tous mis à vendre. Si vous voulez, les fonds spéculatifs, c'est un peu la cavalerie d'élite qui vient au début, qui vend, déstabilise un pays. Et puis après, vous avez tous les fonds de pension et les investisseurs du monde entier qui, ne comprenant rien à l'histoire, mais voyant simplement que le risque a augmenté là, se mettent à vendre aussi. Et c'est comme ça qu'on coule un pays. Parce qu'un pays qui a sa dette qui s'écroule comme ça et qui doit payer du 20%, eh ben, il ne peut plus que se mettre en quasi-défaut et sortir du marché des capitaux. Alors, voyant qu'ils ont si bien réussi leur coup, les fonds spéculatifs n'ont pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Ils ont continué et ensuite ça a été le Portugal, ça a été l'Irlande, ça a été l'Espagne, ensuite ça a été la Belgique, ça a été l'Italie mais dernière nouvelle, ça a été la France et même l'Allemagne. L'Allemagne qui est le pays le plus solvable du monde, le plus solide du monde, s'est trouvé plus ou moins attaqué sur le marché de la dette internationale. De quoi est-ce qu'on parle là? On parle du phénomène qui veut que si vous êtes un pays dont la dette est cotée sur un marché, ben vous êtes complètement vulnérable à des attaques, des raids, même je dirais, des véritables raids de la part de financiers sans scrupules. Surtout, le plus important, c'est que ces gens-là ne sont pas du tout réglementés. Le marché de la spéculation, tous les instruments que ces gens utilisent, c'est-à-dire des produits dérivés, ne sont absolument pas réglementés par Washington et par Londres, qui ont refusé de manière permanente et de manière catégorique de toucher à ces instruments-là. Et donc, c'est vrai que la France, l'Allemagne se sont rendus compte qu'il y avait des attaques anglo-saxonnes sur la zone euro et qu'ils ont essayé de s'en ouvrir à leurs homologues politiques de ces pays. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu, les Anglais, les Américains, qu'il était parfaitement impossible d'envisager une réglementation de ces fonds spéculatifs et des instruments qu'ils utilisent. Donc on a vraiment affaire à une dérive majeure de la finance mondiale, parce que la finance mondiale, elle a un défaut majeur pour l'Europe, c'est qu'elle est complètement globalisée. Elle n'a pas de frontières. Depuis New York ou depuis Londres, vous pouvez passer des ordres de bourse sur la dette grecque. Vous n'avez pas besoin de passer par Francfort ou Paris. Vous pouvez passer vos ordres de bourse d'ailleurs. Ce qui fait que si l'Europe, elle réglemente et elle veut limiter tout ça, elle peut réglementer que ce qui se passe sur son territoire. Elle n'a absolument aucune prise sur ce qui se passe depuis les salles de marché américaines et anglaises. Et donc, l'Europe est en train d'être coulée
par l'Angleterre et les États-Unis. Et moi, je qualifie ça d'une guerre mondiale financière. Comme la plupart d'entre nous ne s'intéressent pas à la finance, ne suivent pas ce qui se passe sur les marchés, ne sont même pas conscients de ce qu'est un produit dérivé, quand quelqu'un comme moi va dire que la Troisième Guerre mondiale est financière, on va lui dire « mais non, non, ça reste le politique et le militaire qui priment ». Eh bien non, parce que la finance, c'est très commode. Pourquoi est-ce que c'est si commode? En réalité, quels sont les deux pays qui sont les plus en faillite aujourd'hui au niveau occidental? États-Unis, bonne question, bonne réponse, Angleterre, absolument. L'Angleterre et les États-Unis sont en faillite, tous les deux aujourd'hui. Alors, il se trouve que parce que la zone euro a subi cette horrible crise, la dette américaine a continué à être achetée et désirée par les investisseurs internationaux beaucoup plus longtemps qu'elle n'aurait dû l'être. Donc les États-Unis ont directement profité de la crise européenne qui a été suscitée par les spéculateurs anglo-saxons. La dette américaine se finance quasiment pour rien du tout, pour du 1 ou 2%, alors que ce pays est en faillite. Ce qui fait qu'on réalise aussi que l'objectivité n'existe pas sur les marchés financiers. Ceux qui viennent aujourd'hui vous dire qu'ils viennent bien saper des banques, etc., analystes, CFA, CFPI, etc., qui viennent vous raconter que les primes qu'il y a sur les dettes souveraines sont extrêmement objectives et reflètent les fondamentaux économiques de ces pays, eh bien, ils vous disent n'importe quoi, parce que le fait que l'Italie paye du 7% sur sa dette et que les États-Unis payent du 2%, c'est la plus grande absurdité de l'histoire. L'Italie a subi des attaques injustifiées, c'est le pays où il y a le taux d'épargne le plus élevé, et malgré, Fabio connaît très bien, il est italien, il va me dire oui, mais l'Italie c'est un pays d'évasion fiscale, de corruption, etc. Non, je suis désolée, les fondamentaux économiques de l'Italie ne justifient absolument pas les attaques qu'elle a subies sur le marché de la dette internationale et les taux d'intérêt grotesques qu'on lui fait payer juste parce que les spéculateurs veulent continuer à gagner d'énormes montants sur la chute de ce marché qui est un énorme... Le marché de la dette italienne est gigantesque. Mais c'est un pays qui a un excédent de sa balance courante avant intérêt, alors que les États-Unis sont déficitaires sur leur balance courante. C'est un pays dont le déficit budgétaire est la moitié de celui des États-Unis, et pourtant, les États-Unis continuent à se financer gratuitement parce que les investisseurs qui ne comprennent rien et qui sont paniqués, eh bien, on leur dit que c'est la fin de l'Europe, que c'est la fin de l'euro, et ils le croient. La finance, aujourd'hui, a un énorme accès aux médias. Un des médias les plus influents dans le monde anglo-saxon, c'est le Financial Times. Eh bien, le Financial Times, auquel Bilan est abonné, donc je le lis tous les jours, il a fait sa une depuis 2 ans, uniquement sur un sujet: la faillite de l'Europe, le démantèlement de l'Europe, la fin de l'Europe, l'incompétence de l'Europe, la sortie de certains pays de l'euro, la fin de l'euro, l'échec de l'euro, l'absurdité de l'idée même d'Europe. Voilà tout ce qu'a fait le Financial Times. Il a matraqué ça depuis 2 ans. Il a même sorti des informations grossièrement fausses en disant que la Chine ne soutenait plus l'Europe, alors que la Chine a dû démentir le lendemain, ça c'est tout récent. La Chine a dit pas du tout, nous sommes toujours derrière l'Europe, nous achetons de l'euro. Et un de ces fameux spéculateurs, George Soros, qui a un accès direct au Financial Times, il les appelle quand il veut, il publie une page entière d'opinion, qu'on sait qu'il est positionné contre l'euro depuis fin 2009, on sait qu'il attend qu'une seule chose pour faire son dernier grand coup, le dernier grand coup de sa carrière, c'est l'effondrement de l'euro, on le sait. Eh bien, tous les jours, il écrit des textes pour dire il faut que l'Europe se démantèle, l'Europe doit se casser, elle ne peut pas survivre, elle est lamentable, c'est une construction absurde, etc. L'euro va s'effondrer, et voilà. Et donc, il a des intérêts sur l'effondrement de l'euro, il a mis des millions sur l'effondrement de l'euro, et il vient dire ça, et on ne voit pas le conflit d'intérêts, et on le laisse faire, et on le croit. Donc, manipulation extrême, non-réglementation, c'est le Far West complet de la finance. Et les volumes dont on parle, qui vont sur les attaques contre la dette souveraine des États européens,
et maintenant qui vont se diriger contre les banques européennes, puisqu'il y a eu des attaques incroyables contre Société Générale, BNP Paribas, Deutsche Bank, on est passé des attaques contre la dette européenne vers des attaques contre le nerf de l'Europe, qui est le système financier européen, puisque le raisonnement était de dire les banques exposées à la dette européenne doivent aussi s'écrouler, donc on va aussi parier contre. Et les mêmes spéculateurs ont mis énormément de fonds pour parier contre. Moi, je suis les données du marché de Chicago, des dérivés, et j'ai vu qu'en septembre dernier, de toutes les classes d'actifs qui existent, les dérivés positionnés à la vente avaient atteint un record contre les banques européennes. Donc les spéculateurs ont tout laissé, et ils se sont concentrés cette fois pour abattre les banques européennes. De nouveau, ça n'a pas vraiment marché parce que les spéculateurs ont face à eux aujourd'hui je dirais un seul ennemi vraiment redoutable, c'est la Chine. La Chine, depuis fin 2010, s'est mise à acheter, a poursuivi en fait ses achats d'euros et a beaucoup déçu les spéculateurs anglo-saxons. Même Soros a écrit un article en disant « Ces Chinois m'embêtent parce qu'ils contrarient mes paris en achetant de l'euro, alors que moi j'avais parié sur l'effondrement de l'euro, ils l'ont fait remonter. » Et c'est vrai, l'euro est fort. L'euro face au dollar, il est fort. Comment on l'explique? On l'explique parce qu'aujourd'hui, tout se joue sur les marchés, c'est-à-dire si vous avez d'un côté une banque centrale chinoise qui achète de l'euro, et des spéculateurs anglo-saxons qui le vendent, eh bien, la Banque centrale de Chine est aujourd'hui plus puissante. Donc, c'est ça qui régit les taux d'intérêt aujourd'hui. Au milieu de ça, vous avez des États qui sont complètement dépassés, absolument. D'abord, ce n'est que tout récemment qu'ils ont compris ce qui se passe sur le marché international de la dette, qu'ils ont compris que c'est le marché des dérivés qui régit les marchés de la dette souveraine. Chose complètement grotesque, comment les dérivés, un petit marché opaque comme celui-là, non réglementé, peut décider du sort de la dette souveraine d'un pays. Et pourtant, c'est ce qui se passe. 5 hedge funds peuvent décider qu'un tout petit pays comme la Grèce s'écroule, puisqu'ils font de l'effet de levier sur leurs paris baissiers et ils font couler cette dette. Oui, 5 fonds spéculatifs peuvent faire couler un pays de 10 millions d'habitants et des millions de fonctionnaires peuvent se trouver dans la rue parce que 5 fonds spéculatifs ont gagné plusieurs centaines de millions en coulant la Grèce. On assiste là à un transfert direct d'argent, d'épargne, de richesse, voilà, de population qui travaille, de salariés, de gens qui ont une activité économique réelle. Et cette richesse-là est directement transférée dans les poches de ces spéculateurs. C'est pas de la démagogie, c'est tout à fait techniquement explicable. C'est qu'en coulant cette dette et en gagnant sur la chute, hein, la différence entre le prix de départ et le prix d'arrivée de la chute de cette dette, ces spéculateurs empochent des millions. Et après, ce pays est obligé de se mettre à une austérité monstrueuse. Il est obligé de geler, voire de réduire les salaires de ses fonctionnaires, d'être en récession économique, son marché de la consommation s'écroule, il est même en dépression. C'est l'austérité. Donc des millions de gens, en fait, doivent se serrer la ceinture pour subventionner ce que font des spéculateurs. Et pourtant, tout se passe comme si la crise nous était tombée, je ne sais pas, de la planète Mars. Personne ne dit d'où vient la crise. Tout le monde dit oui, c'est la crise. Ça nous est tombé sur la tête. Malheureusement, la Grèce est en crise et maintenant c'est l'Italie qui est en crise et on ne sait pas pourquoi. Alors moi, je m'insurge contre cette ignorance. La crise n'est pas tombée du ciel, elle a été provoquée par des gens qui ont décidé que c'était la crise. Mais en termes de niveau de richesse globale, le monde n'a jamais été plus riche. Les richesses globales ont énormément augmenté en 10 ans. Le monde explose de richesses, seulement la répartition de ces richesses a été complètement biaisée, détournée. Les inégalités sont criantes. Pourquoi? Parce qu'il y a une aristocratie financière. Je sais que le professeur Chouard n'aime pas que j'utilise le mot aristocratie, mais je veux dire une oligarchie. Une oligarchie, une élite de la finance qui échappe à toute réglementation, qui a pompé d'abord les richesses de millions d'Américains dans la crise des subprimes, puisque des millions d'Américains aujourd'hui, 46 millions d'Américains sont à la rue suite au fait que leurs logements ont été saisis et ils sont à la soupe populaire. Et ça fait des États-Unis un quasi-pays du tiers-monde, chose qu'on ne dit pas non plus. Après avoir pompé tous ces millions de pauvres émigrés qui espéraient accéder à la propriété immobilière, le monde de la spéculation s'est reporté sur la dette souveraine européenne. Voilà
ce qu'on appelle crise. Ce n'est pas une crise, c'est des stratégies spéculatives visant à pomper le monde de ses richesses.